Voilà. Alors, Thomas, à toi la parole. Merci beaucoup. Avec Cynthia, on est ravis de pouvoir partager un moment avec vous pour euh, vous expliquer peut-être quelques éléments supplémentaires sur le développement durable. On va passer un petit moment au début sur des définitions, mais surtout partager avec vous beaucoup d'informations, beaucoup d'exemples d'innovation sur beaucoup de secteurs. Donc, vous allez voir, ça déborde. Il y en a trop, je sais, mais j'ai eu du mal à choisir. Donc, ensuite, vous retiendrez peut-être des innovations qui vous intéressent parce qu'elles sont sur votre secteur, ou peut-être que des innovations sur d'autres secteurs vont peut-être vous inspirer et vont vous faire dire que ben, vous pourriez peut-être faire différemment et faire évoluer vos services, vos offres, vos produits. Donc, il y a beaucoup d'informations. C'est entre guillemets que des choses positives, comme souvent dans le développement durable. Et donc, voilà, c'est une heure. On va passer une heure. Après, on gardera une heure, une demi-heure de questions-réponses. Éventuellement, on répondra peut-être à quelques questions à la volée, mais l'idée, c'est de vous présenter plein d'idées. Il y a un fouillis d'idées. Et ensuite, on parle de tout ça et on partage. Pour me présenter rapidement, moi, je travaille en agence de communication depuis 25 ans. J'ai créé la première agence de communication spécialisée sur la RSE il y a 14 ans. Donc, depuis 14 ans, on accompagne les marques, les entreprises, donc, surtout des grandes entreprises françaises, européennes, internationales, dans leurs sujets de communication liés au développement durable. On va définir tout ça, mais ce qui est important, c'est que le monde est en train de changer. Le climat est complètement déréglé. C'est pas à des Canadiens que je vais expliquer qu'aujourd'hui les forêts brûlent, mais comme vous l'avez vu à Hawaï, en Grèce, en Espagne, en France, partout les forêts brûlent, partout il y a des inondations, il y a des catastrophes climatiques, c'est-à-dire qu'il y a trop de carbone dans l'atmosphère, ce qui génère des dérèglements, des catastrophes naturelles et qui en plus touchent des pays parfois très vulnérables, très fragiles, alors qu'en fait, ils ont moins consommé depuis des siècles. Donc, on va parler un petit peu du problème, mais on va surtout parler de solutions. C'est l'objet ici. Donc, moi, depuis 15 ans, j'interviens effectivement dans des écoles, à la télévision, dans la presse et beaucoup sur LinkedIn. Si vous aimez LinkedIn et que vous connectez, je partage souvent des informations, des articles, des choses comme ça. Et par ailleurs, pour la petite histoire, je suis originaire du sud-ouest de la France et donc je suis aussi un peu trufficulteur, c'est-à-dire j'ai des terrains avec des chênes truffiers qui produisent un peu de quelques truffes tous les ans. Et je vais laisser Cynthia se présenter. Ben, merci Thomas. Donc, j'ai pas la prétention d'être spécialiste RSE, ESG comme Thomas aujourd'hui. Cependant, j'ai une agence de communication marketing, comme Joël m'a introduit tout à l'heure. Là. Merci Joël pour la petite introduction d'ailleurs. J'ai une agence de communication marketing 360. On travaille avec des entreprises là, principalement à impact et on a une équipe là, de 25 à 30 collaborateurs à travers le Québec. On était précurseurs dans le milieu du télétravail. Là, on travaille déjà tous à distance. On a un collectif d'experts là, vraiment partout dans la province. Et en fait, je viens de la ville de Québec. Je suis originaire de la ville de Québec. Ça fait depuis 2015 que j'ai fondé Helios Communication Marketing. J'ai étudié à l'Université Laval. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques exemples, là, en fait, là, d'exemples d'Amérique du Nord qui peuvent vous inspirer là, à appliquer certains éléments dans vos propres industries. Donc, je te laisserai la parole, Thomas, pour la suite. Très bien, merci. Et cette conférence, quand même, il faut le dire, elle est née de l'amitié franco-québécoise, Oui, tout à fait. puisque Cynthia a fait un voyage en Europe, enfin notamment en France, à Paris, etc., pour rencontrer d'autres entrepreneurs. Et une personne nous a mis en relation, nous a proposé de se rencontrer. Et donc, on s'est vu 2 fois en quelques jours à Paris. On a échangé sur nos métiers de patron d'agence de communication. Et moi, j'ai amené Cynthia dans une grande soirée où il y avait plein de gens qui parlaient de RSE. Et après, évidemment, on allait prendre le lendemain un verre dans un bar québécois qui est à côté de la porte de Clichy, dans le 17e arrondissement de Paris. Voilà, donc, on s'est vu, on a pu échanger beaucoup sur nos métiers et notamment l'évolution de nos métiers,
puisqu'aujourd'hui, tous les Mhm. secteurs d'activité sont en train de changer, de changer leurs pratiques par rapport justement à cette nécessité de lutter contre le dérèglement climatique. Pour vous donner quelques définitions, pour commencer, le développement durable, c'est quelque chose. Alors, je voulais préciser avant qu'en fait, il y a quelques classements qui sont faits et qui classent les pays sur les enjeux de développement durable. Souvent, ce sont des pays scandinaves, donc du nord de l'Europe, qui sont classés dans les 2, 3 premiers. La France, sur certains classements, est troisième, sur d'autres, huitième. Mais globalement, elle est plutôt bien classée. Et les études aussi démontrent que les consommateurs français sont aussi beaucoup en avance. Les citoyens français sont en avance sur leur connaissance par rapport aux autres pays, sur les connaissances des enjeux de dérèglement climatique. Et leurs comportements d'achat aussi ont beaucoup évolué au cours des 5-10 dernières années. Ils font très attention quand ils achètent à la transparence du produit. Est-ce qu'on a suffisamment d'informations sur le produit? Est-ce que ce produit est responsable? Et on va définir ces mots-là, etc. Donc voilà. Et le Canada est assez bien classé. On en regardait tout à l'heure. C'était le classement, Cynthia, c'était 26e, 26e. peut-être pas Voilà. ça. Ouais. Et les États-Unis sont loin derrière. L'Allemagne n'est pas très bien classée non plus. Mais voilà, donc, ayant la chance de vivre en France et de travailler depuis 15 ans sur ces sujets-là, je vous partage quelques expériences que j'ai pu avoir. Donc, le développement durable, c'est une définition, une expression qui est très, très large, qui a été utilisée notamment et définie par les différents rapports, notamment de l'ONU. Et c'est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Si vous connaissez le principe du jour du dépassement, c'est-à-dire le jour à partir duquel on a consommé plus de ressources qu'on aurait le droit de consommer, et donc du coup on attaque le stock des années suivantes, le jour du dépassement, aujourd'hui, dans le monde, il est fin juillet, 1er août. Ça, c'est de façon globale, c'est-à-dire que ça prend à la fois le bout temps dans lequel il y a des forêts et des moines, et la consommation du Texas et la surconsommation d'énergie de certains habitants des États-Unis, par exemple. Et pire, dans les pays, dans les Émirats arabes, le jour du dépassement, il est plutôt autour du 1er février. Donc, on consomme trop et le développement durable, c'est comment on fait pour se développer, répondre aux besoins du moment, sans attaquer le stock et sans dérégler le climat. Donc ça, c'est le développement durable. C'est une notion qui est donc totalement onusienne, globale, mondiale. Voilà. Ensuite, la RSE, c'est le E, enfin, c'est responsabilité sociale et environnementale, ou ça peut être responsabilité sociétale, et ça prend en compte à la fois le sujet environnement et le sujet social des entreprises. Donc, c'est comment on fait pour limiter les impacts négatifs et comment on fait pour augmenter les impacts positifs sur le social, l'environnement, l'économique, mais les trois en même temps. Et souvent, quand une entreprise fait sa première stratégie RSE, elle va faire 3 grands blocs. People, Planet, Profit. Qu'est-ce que je fais pour les gens? Comment je fais de telle sorte? Et enfin, en Amérique du Nord, les enjeux de diversité, d'inclusion sont très souvent pris en compte, beaucoup plus, enfin un peu plus qu'en Europe. Et en tout cas, il y a beaucoup plus de communication là-dessus. Donc, comment je fais pour m'assurer de la parité homme-femme? Comment je fais pour éviter les discriminations des personnes d'ethnies différentes ou LGBT, etc., etc. La partie planète, c'est comment je fais pour éviter de ne pas polluer, de respecter, de réduire la consommation de ressources, évidemment d'émettre le moins de carbone possible. Hein. Le carbone, émettre du carbone, c'est utiliser de l'énergie, parce que l'énergie est très carbonée, c'est extrêmement lié. Comment je fais pour participer à la préservation de la biodiversité, ne pas trop en consommer par exemple. Et profit au product, c'est vraiment le business. Qu'est-ce que je change dans mon business model pour continuer à me développer, mais en prenant en compte les 2 autres piliers. Est-ce que je fais des produits plus inclusifs? Est-ce que je fais des produits à partir de matières recyclées? Donc comme ça, je ne vais pas aller chercher, quand je fais du café dans des capsules d'aluminium, je ne vais pas aller chercher de la bauxite dans des mines pour fabriquer de l'aluminium, mais j'utilise de l'aluminium recyclé, qui se recycle indéfiniment, voilà. Donc, la RSE, ensuite, dans l'entreprise, moi, j'aime bien utiliser une définition qui vient à l'origine du latin, c'est responsabilité et respondere, ça veut dire répondre.
Donc, une bonne stratégie RSE, c'est une stratégie où on est capable de répondre à toutes les questions qui nous sont posées par les salariés, par les clients, les fournisseurs, les distributeurs, le grand public, et des questions qui seraient posées par les animaux, par les océans aussi. Après, on n'a pas forcément toujours les bonnes réponses, c'est-à-dire que par définition, une entreprise comme Shell, BP, Exxon, qui pollue énormément, ben forcément, si la biodiversité, l'océan et l'atmosphère lui posent des questions, ils n'ont pas la bonne réponse aujourd'hui. Mais globalement, on a réfléchi à tous ces sujets-là et on apporte des réponses et on donne des chiffres. Ensuite, l'ESG, c'est une vision beaucoup plus financière. ESG, ça veut dire environnement, social, gouvernance. Et donc, par exemple, peut avoir une bonne note ESG, une entreprise qui fait un plan de licenciement, mais qui fait une bonne négociation avec, avec les syndicats. Voilà, évidemment, c'est mieux de ne pas licencier si l'économie va bien et si l'entreprise se développe. Mais l'ESG, c'est vraiment des critères financiers et qui sont remontés en général par la direction financière et qui vont intéresser beaucoup de parties prenantes, mais évidemment en particulier le conseil d'administration, tous les actionnaires. Donc ça, et parfois on a un peu tendance, notamment en Amérique du Nord, à parler d'ESG au lieu de RSE. Mais c'est comme c'est une vision financière, il y a moins d'envie, moins de sens parfois. Il y a des chiffres et c'est important d'avoir tout mesuré, mais c'est une vision un peu biaisée. Et tout se chiffre, tout se mesure. Avec le E, on peut mesurer le carbone. On peut même mesurer son impact sur la biodiversité, sur la qualité de l'air autour de ses usines, etc. Et le S, vous le savez, on a beaucoup d'index. On sait que la parité homme-femme est respectée. Si, par exemple, en Europe, on demande à toutes les grandes entreprises de publier leur index de parité, et donc les bonnes entreprises ont 95%, 96%, 98%, 100%. Ça veut dire qu'il y a un équilibre total entre la part des hommes et des femmes, à la fois dans les effectifs, mais aussi évidemment dans les comités de direction et dans le CODIR COMEX. Et ensuite, la RSE, donc on essaie de limiter ces impacts négatifs, on essaie de pousser le positif, mais c'est une notion qui, pour certains, ne veut pas assez loin. Et donc, du coup, on se dit que l'entreprise doit devenir contributive. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir un peu plus à son modèle d'affaires, on réfléchit plus à ses produits, et c'est pas juste, ben, je suis un labo pharmaceutique, je vais respecter la parité. Ben, ça tombe bien, il y a autant de femmes que d'hommes, si ce n'est plus de femmes que d'hommes en université de pharmacie. Donc, c'est bien qu'il y ait plus de femmes dans l'entreprise, assez logique. Je fais attention à mes pollutions, ok, c'est bien, mais la RSE, quand l'entreprise est contributive, elle se pose la question vraiment de savoir, si je prends l'exemple d'un laboratoire pharmaceutique, si quand je vends des crèmes, pourquoi ne pas passer en vrac, par exemple, et quand je vends des médicaments, pourquoi ne pas faire que des produits à l'unité? Ce qui se fait dans des pays en voie de développement, ce qui, par exemple, se fait très, très peu en Europe. Donc, on va un peu plus loin. Et ensuite, l'étape ultime, c'est l'entreprise régénérative qui donne plus qu'elle ne prend. C'est-à-dire qu'elle va, par exemple, si elle fabrique des fenêtres en bois, elle va plus planter d'arbres que utiliser d'arbres pour fabriquer ses fenêtres. Un exemple assez simpliste, mais qui vous permet de comprendre que quel que soit le mode de production, l'offre de service que j'ai, je vais plus donner que je ne vais prendre. Voilà. Avec ces tendances, Europe, on parle beaucoup de carbone, on est obsédé par ça. Aujourd'hui, sur une grande télévision comme TF1 ou France 2, sur un reportage vu par l'ensemble des Français, on parle d'empreinte environnementale, on parle de bilan carbone des produits. Enfin, c'est devenu une expression qui est connue de tous les Français puisqu'elle est au JT et aux infos tous les soirs. Aux États-Unis, on parle beaucoup plus de diversité, d'inclusion, avec cette capacité aux États-Unis de faire des procès tout le temps quand ça ne va pas, etc. Mais ça, vous connaissez bien parce que vous adorez vos cousins du Sud. Voilà, donc 4 grands concepts. Et si je vous remets ces 4 concepts ou ces 4 définitions différentes, le business as usual, je ne vais pas vous l'expliquer. Responsable, on limite les impacts négatifs. Contributif, on réfléchit un peu à son modèle d'affaires, ou même beaucoup. Et régénératif, et là j'attire votre attention sur le 4e point, c'est la croissance n'est plus un objectif en soi. On renonce à la prospérité
et on vise la qualité de vie au travail, on vise le bonheur des collaborateurs, le bonheur qu'on apporte ou le bien-être qu'on apporte à ses clients. Et en fait, globalement, que l'entreprise fasse plus 10 de chiffre d'affaires ou moins 10, ce n'est pas très important. Par contre, si on passe de 4,5 sur 5 de satisfaction à 4,7, ça, c'est un bon indicateur. Donc, on raisonne assez différemment et on se dit, voilà, qu'est-ce que je peux apporter? Si j'interroge, il y a une entreprise en Espagne qui a nommé un administrateur qui représente la nature. Donc, il est là pour prendre la parole pour le végétal, le minéral, les océans, etc. Et c'est assez original. Mais voilà, qu'est-ce que j'apporte au monde, moi, avec mon entreprise? Quelle est ma raison d'être? On parle de la raison sociale. Hein. La raison sociale, le premier acte du chef d'entreprise en France, c'est de donner un chèque à une banque pour avoir un capital social. Et la première question, c'est quelle est votre raison sociale? Voilà, pourquoi vous existez? Pourquoi votre entreprise existe? Est-ce que c'est pour faire des profits, de plus en plus de profits, ou est-ce que c'est pour apporter un service que vous aimez proposer, qui fait du bien aux autres? Et après, que ce produit soit plus ou moins massif, c'est peut-être moins important. Je vous partage un slide qui est très, très chargé, je sais, mais ensuite, on vous donnera certainement une partie de nos slides. C'est au sein du gouvernement français, il y a une agence, au sein des ministères, il y a une agence interministérielle qui s'appelle l'ADEME et qui a fait 4 scénarios très différents pour dire en 2050, on sera net zéro carbone. Ça, c'est ce qui a été signé à Paris en 2015, ce qu'on appelle l'accord de Paris, qui a été signé par tous les pays à peu près du monde. Comme vous le savez, Trump a été élu, il est sorti des accords de Paris. Biden a été élu, il est revenu dans les accords de Paris, enfin l'accord de Paris. L'objectif, c'est de dire, si on ne veut pas avoir plus de 2 degrés en 2100, il va falloir qu'on fasse beaucoup d'efforts. Et donc, il y a 4 scénarios qui ont été proposés par l'ADEME, que je vais évoquer très rapidement, je vous rassure, pour dire, voilà, on respecte tous l'accord de Paris, mais il faut rentrer dans une de ces 4 cases. Et en l'occurrence, évidemment, qu'on ne rentrera pas dans une case et qu'on rentrera dans plusieurs cases et on essaiera de faire. Mais le premier, c'est de la frugalité, c'est-à-dire on réduit. On réduit notre consommation de viande en tant qu'individu, on réduit notre consommation d'énergie, on fait moins de voitures, on fait plus de vélos ou de transports en commun. On va avoir ces nouveaux indicateurs qui sont des indicateurs de prospérité, de bien-être et pas forcément économiques. Il y a une nouvelle gouvernance qui est beaucoup plus locale. Voilà, la frugalité, c'est on serre la ceinture beaucoup. C'est pas pour ça qu'on sera malheureux, mais on le fait différemment. Hein, je vous rappelle que la publicité, qui est mon métier depuis 25 ans, la publicité nous a fait croire que le bonheur dépendait du nombre d'objets qu'on avait à la maison. Et en fait, on s'aperçoit, quand on écoute les philosophes, les sociologues, en fait, c'est le nombre de relations et la qualité des relations qu'on a avec les gens qui font le bonheur de chacun. Et ce n'est pas forcément le nombre de Porsche. J'ai un copain qui a 7 Porsche chez lui. C'est encore mon copain, mais pas trop. Mais voilà, il a 7 Porsche chez lui. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus heureux que moi. Et moi, l'an dernier, j'ai fait 3000 km de voiture et 3500 km de vélo. La deuxième hypothèse, c'est la coopération territoriale. C'est de dire, on se met tous ensemble à un niveau régional, à un niveau local, et on va faire un peu plus de commerce entre nous. On va réduire, évidemment, un certain nombre de critères comme la consommation de viande. C'est des exemples. Il y a évidemment plein d'autres exemples. La mobilité. Mais on va essayer, par exemple, de beaucoup plus recycler. C'est-à-dire qu'il y a des usines qui ont des produits qui sont des déchets. Pourquoi pas mettre une autre usine qui utilise ces déchets, et ça existe de plus en plus, ou la chaleur produite et qui part dans la cheminée, qui va être utilisée dans l'usine d'à côté pour chauffer autre chose qui a besoin d'une chaleur qui sera peut-être un peu polluée, mais ce n'est pas très grave. Voilà, donc une coopération beaucoup plus régionale. La troisième, c'est la technologie qui va nous sauver, c'est-à-dire qu'on va inventer tellement de choses extraordinaires qui vont nous permettre de réduire nos émissions de carbone que c'est un peu la vision un peu Elon Musk, ou si vous avez regardé sur Netflix Don't Look Up, à la fin, il y a
un homme assez génial qui dit on va viser la météorite avec des fusées extraordinaires. Globalement, c'est les ingénieurs qui vont nous sauver. J'espère qu'ils vont apporter beaucoup de solutions, mais je suis pas sûr que ce soit la seule solution. Et le quatrième scénario, c'est le pari réparateur. Donc, ça veut dire qu'en fait, on change pas beaucoup, mais on essaie de trouver des solutions qui vont permettre de capter le CO2, par exemple. On va essayer d'inventer aussi, là aussi, quelques éléments de technologie qui consomment un peu moins parfois. On va faire des petits mouvements, on va consommer un peu plus de végétal, un peu plus de produits de synthèse, etc. Voilà, c'est un scénario qui est assez proche du troisième. Je vous ai partagé ça parce qu'il y a énormément d'informations, mais voilà, ça nous permet de nous projeter un peu à terme sur la nécessité de réduire notre bilan carbone. Je ne connais pas le bilan carbone d'un Canadien en moyenne. En France, c'est à peu près 11 tonnes. Ce qui est 5 fois trop. Hein, donc, il faudrait diviser par 5 tout ce qui a besoin d'énergie. Hein. Il ne faut pas forcément diviser par 5 nos nuits de camping dans la forêt. Il faut diviser par 5 notre consommation de viande. Hein. 1 kilo de viande, il faut 15 000 litres d'eau pour fabriquer un kilo de viande, par exemple. Bon, vous avez pensé que je suis végétarien. Je ne suis pas forcément végétarien, mais j'ai pris beaucoup d'exemples autour de ça. Face au dérèglement climatique, vous avez compris, il y a des perspectives internationales, on a vu quelques définitions. Les consommateurs, ou qu'on appellerait peut-être parfois les citoyens, voient qu'il y a un gros problème et on ne va pas rentrer dans les causes, les conséquences, etc. Mais on sait que, par exemple, les températures augmentent fortement, hein, qu'il y a des canicules. J'espère qu'il ne faisait pas trop chaud au Canada. J'ai une mauvaise nouvelle. Si vous avez trouvé qu'il faisait trop chaud, sachez que c'était l'été le plus froid des 10 prochaines années. Hein, ça va continuer à chauffer. On sait que Paris, en 2030, il y aura la même température que Séville en 2010. Il y a de plus en plus de pollution. Moi, je le vois tous les jours sur la Seine, mais on sait qu'il y aura autant de poids de plastique que de poids de poissons en 2050. Donc, on sait qu'on mange aujourd'hui l'équivalent d'une carte bancaire en plastique par semaine. Hein. Il y a du plastique partout, il y a du plastique dans nos bouteilles d'eau et même nos gourdes. Enfin, il y a du plastique dans l'eau, il y a du plastique dans l'air, il y a du plastique dans les aliments. On mange le poids, l'équivalent d'une. Voilà. Si vous avez encore faim, vous pouvez manger éventuellement une deuxième carte bancaire en plastique. Après, attention, c'est important, ça permet d'aller s'acheter des tours de jet ski ou d'avion. Troisièmement, la biodiversité est très attaquée. Ça, on le voit partout. Il y a des espèces qui meurent, etc. Notamment les abeilles. Si on n'a plus d'abeilles, demain, il n'y a plus d'industrie agroalimentaire, ou en tout cas une industrie agroalimentaire avec éventuellement les Chinois commencent à inventer des drones pour remplacer les abeilles. Décidément, le monde est fou. Et les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, ça vous l'avez compris. Aujourd'hui, il y a des réactions assez fortes de la part des consommateurs et aussi un peu du gouvernement. Les hommes et les femmes politiques ne sont pas des gens qui réfléchissent à très long terme parce qu'en fait, ils font des mandats qui font 4 ans, 5 ans, 7 ans, ça dépend. Mais globalement, d'ici 4-5 ans, les décisions qu'ils prendraient aujourd'hui ne vont pas améliorer le monde. On sait qu'il faudrait qu'on passe tous au niveau mondial à 2 tonnes. Aujourd'hui, le terrien est plutôt à 4 tonnes. Il faudrait qu'on passe à 2 tonnes. Donc, tout le monde divise par 2 en moyenne, hein, sachant que certains sont en dessous, pendant 40 ans, pour avoir des rétro-boucles, hein, c'est-à-dire un début de retour. Voilà. Donc, un homme politique qui est élu pour 5 ans, il ne va pas avoir le courage et il n'aura pas l'honnêteté de dire on va réduire, etc. Mais quand même, il y a des gouvernements qui prennent des décisions. On a arrêté, par exemple, en France, les sacs de caisse en 2016, les gobelets, les assiettes en plastique, toutes ces choses-là. Au Canada, il y a les sacs d'emplettes, les récipients alimentaires, les pailles qui ont été arrêtés. Il y a une accélération des déchets et du recyclage. Aujourd'hui, il y a en France un éco-organisme qui s'appelle Citeo. Et en France, 70% à peu près des déchets ménagers sont recyclés. Donc, le carton dans le recyclage, le film très fin ou le reste de riz avec le ketchup dans la poubelle. Voilà, on recycle plutôt bien. On recycle aussi plutôt bien le verre. Pas trop un peu les piles et les batteries. Mais voilà, il y a des éco-organismes sur chaque secteur, sur les appareils électroniques informatiques. Il y a beaucoup d'éco-organismes qui sont mis en place. Et maintenant, ça arrive sur l'industrie. Et par exemple, il y a un éco-organisme pour tout le bâtiment qui s'est mis en place. Et donc, quand vous cassez une maison,
en France, sur 100% de déchets, 8% sont générés par les foyers français, 92% par les entreprises. Et dans ces 92%, il y a 70% qui sont faits par le BTP, c'est-à-dire casser un immeuble, une grande résidence, un HLM, une route, etc. Ça génère tellement de déchets qu'aujourd'hui, la loi est de plus en plus dure avec eux et c'est assez logique. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut recycler, c'est une solution, même si l'autre solution, évidemment, c'est de réduire les sources, les ressources qu'on va utiliser. Mais donc, ça bouge quand même. Et les consommateurs mangent de plus en plus souvent des produits locaux, des produits bio. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui dit que 12% des Français sont fiers de moins consommer. Donc, il y a cette première tendance qui dit, waouh, le nouveau truc cool, pour 12% malheureusement seulement, c'est de moins consommer. Il y a le FlixCam, qui est une tendance qui a été annoncée un peu en Scandinavie, qui est de la honte de prendre l'avion. Donc, on fait très attention de plus en plus souvent. Voilà, en France, dans le petit monde écolo RSE français, parisien, les gens qui prennent l'avion, on leur dit non, c'est pas bien, etc. Bon, au Canada, quand on veut se déplacer, les distances sont un peu longues, c'est peut-être un peu moins facile de ne pas prendre l'avion. Les attentes sont de plus en plus fortes. Les Français font encore un petit peu confiance aux entreprises pour régler le problème et ils ont des attentes très fortes sur leur consommation. Ils veulent avant tout avoir plus d'informations. Comment le produit est fabriqué? Qu'est-ce qu'il y a exactement dans le produit? Est-ce qu'il y a un label qui garantit ça? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de labels sur l'alimentaire, sur le textile, etc. Voilà, et ils attendent vraiment des informations. Il y a une appli en France qui s'appelle Yuka, Y-U-K-A, qui a été téléchargé par à peu près presque la moitié des Français et qui permet de scanner le QR code et on a toutes les informations sur le produit. Et Yuka s'est développé dans d'autres pays. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent au Canada. Ça s'est développé, par exemple, aux États-Unis, un peu partout en Europe, et ça apporte plus d'informations aux consommateurs. Et on voit que les consommateurs sont prêts à payer un peu plus. Les consommateurs français sont prêts à payer entre 5 et 30% plus cher pour un produit qu'on va qualifier de responsable. Ça peut être bio, local, réparable pour un produit électroménager. Ils sont 65% à dire, moi, je suis prêt à payer plus cher sur de l'alimentation. 52% sur les produits d'hygiène, beauté, shampoing, douche, savon, parfum, etc. Et après, ça baisse, ça baisse. Et évidemment, pour les services bancaires ou les services télécoms, ben, c'est encore caché sous le slide, ça y est pas. Et on a vu que, quand on a regardé avec Cynthia, qu'au Canada, il y a maintenant 62% des Canadiens qui sont prêts à payer jusqu'à 20% de plus si le produit est responsable. C'est-à-dire qu'il a un critère qui respecte, entre guillemets, les limites planétaires qui est dans cette transition nécessaire vers le développement durable. Donc, du coup, il faut changer les produits, il faut innover. C'est l'objet de notre conférence. Après ces quelques définitions, se dire qu'il faut innover en ayant un impact positif, vraiment changer la façon dont on faisait les choses il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et vous allez voir qu'en fait, on gagne des parts de marché. Les entreprises qui ont fait ça, elles ont des gros succès, elles ont des fortes croissances, elles arrivent à se différencier. Un exemple typique que je prends avant ce début de présentation, c'est Patagonia, que vous connaissez forcément, qui est une marque mondiale, qui a fait une publicité aux États-Unis, que beaucoup de monde dans le monde entier, enfin en tout cas dans les pays développés, civilisés, Europe, Amérique du Nord connaissent. Patagonia a dit don't buy the jacket et vous pouvez venir la faire réparer, vous pouvez peut-être acheter un blouson d'occasion, etc. Patagonia, entre 2011 et 2021, a multiplié son chiffre d'affaires par 5. C'est-à-dire ils ont pris des parts de marché à beaucoup d'autres marques, des marques pas comme Arc'teryx, qui est une marque canadienne, je crois. En tout cas, c'est une marque qu'on voit beaucoup en France, qui fait beaucoup d'efforts. Mais ils ont pris des parts de marché à des marques plus traditionnelles qui n'avaient pas fait ces efforts-là, parce qu'ils ont dit, il faut voir mon produit un peu différemment et vous n'êtes pas obligé d'acheter le produit. Donc, on crée de la préférence de marque, on crée une réputation plus forte sur l'entreprise, sur la marque, sur l'employeur aussi. Quand on a besoin de recruter, c'est toujours très important. Et pour faire ça, c'est bien de réfléchir un peu en dehors de la boîte. Hein. Je n'ai pas dit out of the box parce que j'essaie de pas utiliser trop de mots anglais, mais c'est bien de réfléchir avec des clients.
avec des comptables qui ne sont pas faits pour faire du marketing, mais les comptables, parfois, ils ont des bonnes idées, ou avec un acheteur, etc. Il faut réfléchir avec tout le monde. Ça, c'est la grande différence entre la transition environnementale qu'on vit aujourd'hui et la transition digitale, c'est que la transition environnementale, il faut vraiment travailler avec tout le monde. Donc, beaucoup de secteurs passent à l'éco-socio-innovation. Et là, l'objet, c'est de vous partager plein d'exemples. Donc, dans les exemples, on va voir la grande conso. J'en ai écrit 10, je vais parler de 3. Pareil, Cynthia donnera quelques exemples aussi sur de la grande conso, sur de la distribution, sur la ville, la mobilité, le tourisme. Donc là, on est parti pour 20 minutes, une demi-heure d'exemples, feu d'artifice d'exemples. Il y en a beaucoup trop, on sait, mais au pire, vous lisez une phrase quand je suis en train de parler de notre exemple qui vous intéressera. Je vais vous parler de 3 exemples. C'est une marque qui s'appelle C'est qui le patron et qui a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que eux, ils ne travaillent, ils inventent des produits que les consommateurs veulent. J'ai l'impression de prendre un cours de marketing quand j'étais en première année d'école de commerce. En fait, c'est les consommateurs qui définissent le produit. Aujourd'hui, le sujet du lait est un sujet important en France parce qu'il y a beaucoup de consommateurs, évidemment. Mais aujourd'hui, les éleveurs de vaches en France, ils n'arrivent pas à vendre leur lait suffisamment cher. Et il y a un agriculteur tous les jours qui se suicide parce qu'il n'a pas assez d'argent. Donc, comment on fait pour résoudre ce problème-là? Quand on vient du monde agricole, ben, on essaie de dire, on va définir le prix d'un lait et c'est vous, consommateurs, qui allez nous dire combien vous pouvez payer. 88 centimes d'euros le litre, ok, très bien. Donc, dans les 88 centimes, on donne 44 centimes aux producteurs parce qu'on sait qu'avec 44 centimes, ils gagnent à peu près un salaire minimum. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs qui gagnent 300 euros par mois. Ben là, il va gagner 1300, 1500 euros. Il arrive à vivre à peu près correctement et à prendre une semaine de vacances par an ou 2. OK, on lui donne 44 centimes, on monte jusqu'à 88, ce que vous êtes prêt à payer. Les distributeurs, vous prenez un peu moins que d'habitude, etc. Tout le monde est d'accord? OK, c'est qui le patron? C'est le consommateur. Et c'est qui le patron? C'est une marque qui s'est lancée en France sur le lait. Ensuite, ils ont fait pareil sur le beurre, sur des yaourts, sur des pizzas, sur des pâtes. Et à chaque fois, ça marche parce que tout le monde sait que les produits, c'est qui le patron? Et c'est peut-être mon voisin qui a défini le cahier des charges. Donc ça, c'est vraiment un exemple de co-construction. Deuxième exemple, c'est Léa Nature, qui est un leader français du bio. Ils vendent des produits cosmétiques et alimentaires bio. Ils font que du bio. Le bio se développe très fortement et donc évidemment que l'entreprise se développe très fortement. Mais depuis toujours, ils ont dit on arrête les produits avec les pesticides, les produits conventionnels. Et d'ailleurs, on va dire que l'entreprise, elle n'appartient plus à son fondateur. On va mettre une fondation au-dessus et tout l'argent qui remonte, on le donne à des associations environnementales. Alors, il y a un président qui a toujours un salaire de président, sûrement, mais globalement, tous les bénéfices ne vont pas enrichir le fondateur, mais vont enrichir des associations qui vont pouvoir faire des actions environnementales. Troisième exemple, c'est une entreprise beaucoup plus connue qui s'appelle L'Oréal, que vous connaissez, qui est une entreprise mondiale, qui est un peu, pour moi, l'entreprise qui a inventé le monde de la cosmétique et de la beauté. Parce que quand vous allez dans un supermarché aujourd'hui, il y a 50 shampoings, il y a 50 gels douche, etc. Super champion du monde avec plein de molécules différentes de segmentation. Donc, il y a le gel douche pour les blondes, les rousses, les brunes, celles qui ont les cheveux teints, etc. Ils ne prennent pas en compte la taille, mais peut-être que la taille des cheveux est prise en compte, etc. Et ils se sont dit, en fait, il faut vraiment qu'on travaille sur L'Oréal pour le futur, sur l'innovation au service de l'impact. Donc, ils ont mis en place plein de règles. Premièrement, on ne lance pas un produit s'il n'a pas des meilleures performances environnementales de 30% supérieures au précédent. Donc, un gel douche qui remplace le gel douche d'avant, mais il faut que le packaging ait évolué, il faut que la formule ait évolué, il faut que ce soit plus facile à rincer. Parce qu'en fait, ce qui coûte cher à l'environnement, c'est l'énergie qu'on va utiliser pour chauffer l'eau dans le ballon d'eau chaude pour ensuite se rincer les cheveux. Ce n'est pas tellement la formule ou le packaging, ça en fait partie évidemment. Et donc, il faut jouer sur tout ça. Donc, ils ont mis en place une méthode dans l'industrie cosmétique qui s'appelle Spice et chez L'Oréal qui s'appelle Spot. Et voilà. Autre exemple, ils expliquent, parce que je ne sais pas si c'est pareil chez vous au Canada, mais nous en France, le tri est très bien fait dans la cuisine parce qu'on a les deux, trois poubelles. On a le compost, le recyclage et la poubelle. Mais dans la salle de bain, on a une petite poubelle qu'on a achetée chez Ikea. Et on arrive dans la cuisine et dans la grande poubelle extérieure et on jette tout d'un seul coup. Et on ne trie pas. Et donc, du coup, ils ont expliqué avec un site qui s'appelle Trion en beauté
comment il faut recycler, parce qu'un shampoing, un bidon, ça se recycle. Un coton sale, peut-être pas. Un parfum en verre, ça se recycle. Un petit pinceau pour faire refaire les cils, peut-être pas. Donc, ils ont expliqué tout ça et ils ont fait de la pédagogie. C'est très important d'accompagner les consommateurs dans des nouveaux comportements avec beaucoup de pédagogie. Et ils font beaucoup de communication interne pour expliquer à leurs collaborateurs que le monde change et que l'entreprise L'Oréal a changé. Ensuite, il y a des exemples québécois ou Oui, canadiens. tout à fait. Ouais, québécois et canadien. Merci Thomas. Ben, en fait, oui, moi je m'étais intéressée surtout à des produits de consommation alimentaire. Euh, Puis le premier, je pense que tout le monde va se souvenir des grandes émeutes qu'il y avait eu en 2018 pour les pots de Nutella en France. Donc, on sait que le Nutella est ancré un peu dans la culture nord-américaine, mais aussi en France, c'est vraiment un produit de grande consommation. Tout le monde connaît Nutella aujourd'hui. Et il y a eu des éléments qui se sont passés dans les dernières années qui font que les gens veulent trouver des alternatives parce que l'huile de palme fait de la déforestation dans des forêts, notamment en Indonésie. Donc, les entreprises québécoises comme Allo Simone ont décidé de faire des tartinades sans huile de palme ni agents de conservation, donc meilleur pour la santé aussi. Puis c'est une alternative beaucoup plus écologique, de plus en plus prisée là, par les consommateurs. J'ai choisi de parler de ce brand-là, mais il en existe plusieurs. C'est une entreprise fièrement québécoise. Donc, pour les Français, malheureusement, vous ne l'aurez pas sur vos tablettes, mais au Québec, il est disponible, puis ils sont très, très forts en marketing. Depuis que je suis allée visiter leur site, je n'arrête pas de recevoir des pubs, donc ils sont vraiment très, très forts en marketing. On va leur donner ça. Puis par la suite, ben, je me suis intéressée aussi aux fruits et légumes. On sait qu'on fait beaucoup de pertes là, dans l'industrie alimentaire, c'est pas une cachette pour personne. Puis je me suis intéressée particulièrement à deux entreprises qui répondent à ce besoin-là. Des fruits qui sont un petit peu moches, là, qui ne sont pas réutilisés dans l'industrie alimentaire parce qu'ils sont soit des rebuts, soit que c'est des fruits qui sont moins beaux, là. Donc, j'ai été très, très, très surprise de voir qu'il y avait 16 000 tonnes de fruits et légumes. C'est l'équivalent de 2 camions à ordures, là, c'est énorme, qui sont envoyés chaque jour dans des sites d'enfouissement seulement au Québec, seulement dans la province de Québec, là. Donc, je ne sais pas, pour le Canada au complet, ça doit être énorme. Puis pour la France aussi, probablement. Mais pour pallier à ce gaspillage alimentaire-là, Loop, l'entreprise Loop, a fait des fruits frais à partir de fruits qui sont imparfaits ou fruits moches. Puis je trouve que c'est un bel exemple d'économie circulaire qu'on a au Québec. Ça commence de plus en plus. Je sais qu'il y a Club Kombucha aussi qui fait ça avec des fruits là, qui proviennent de la récupération là, de produits alimentaires. Donc, il y a de plus en plus de compagnies comme ça qui font un bel exemple d'économie circulaire. Et le troisième exemple que j'aimerais vous parler, c'est peut-être une entreprise que vous avez vu passer parce qu'ils ont passé au Dragon, je crois, il n'y a pas très, très longtemps. Ça s'appelle The Pretty Ugly Company. Euh, Ils récupèrent des légumes frais auprès de distributeurs alimentaires pour en faire des salsas qui sont composés quand même de 90% d'aliments récupérés. C'est quand même énorme, là. Puis il faut savoir qu'il y a quand même 1 million de tomates qui sont jetées chaque jour au Canada. Donc, en fait le fruit le plus gaspillé au monde, rien de moins, là. J'aimerais bien savoir ce que les sœurs Savoura pensent de ça et nos grands piliers de production de tomates au Québec, des choses comme ça, parce que c'est énorme quand même, là. 1 million de tomates chaque jour au Canada. Puis l'entreprise a produit aussi des croustilles pour aller avec ses salsas, hein, pour faire un beau duo. Puis ces croustilles-là sont faites à partir de farine de maïs bio, issues de drèches, de résidus de grains de brassage qu'on récupère de chez les microbrasseurs. Vous savez qu'il y a eu une grande effervescence au niveau de la microbrasserie au Québec et au Canada dans les dernières années. Eh bien, The Pretty Ugly Company, c'est quand même bien positionné là-dedans et ont fait un partenariat pour récupérer ces déchets alimentaires-là pour en faire des produits de consommation ici. Donc, je te laisserai continuer, Thomas. Merci à tous ceux qui nous donnent des exemples. Comme ça, on va pouvoir enrichir la présentation. Ensuite, l'idée, c'est de vous présenter d'autres secteurs.
La distribution, qui est un secteur évidemment très important, très consommateur à travers lequel passent énormément de produits, sur la distribution notamment alimentaire, mais pas que. Carrefour, aujourd'hui, il change beaucoup de choses. Carrefour, qui est donc s'est positionné comme le leader de la transition alimentaire, s'est mis des objectifs très élevés, a pris des engagements très forts pour arrêter de vendre certains produits notamment. Donc, ils ont toute une démarche qui s'appelle Act for Good. Et il y a un sujet qui a émergé en France il y a 4-5 ans, qui est le bien-être animal. Et on sait, par exemple, que quand les poussins naissent, il y a des hommes et des femmes qui regardent le sexe du poussin. Et si c'est un poussin mâle, ils le jettent dans une broyeuse parce qu'on n'a pas besoin d'autant de poussins mâles. Par contre, de poussins femelles qui ensuite vont pondre des œufs, on en a besoin. Donc, pour éviter ce massacre dès la naissance de ces pauvres petits poussins, ils ont fabriqué, enfin, avec une start-up, un système pour connaître le sexe de l'œuf qui allait naître. Et donc, du coup, dans les boîtes de Carrefour, ce sont des œufs masculins, parce que les œufs féminins, on les laisse éclore, et ça évite comme ça de massacrer, de broyer des petits poussins masculins. Le sujet est devenu important après des campagnes qui ont été faites par une association en montrant des élevages, en montrant des situations comme ça de broyage de poussins. Et du coup, les Français ont pris conscience de ce sujet-là, qui n'était pas très important il y a 5-6 ans, et d'un seul coup, c'est passé de 30 à 70% des Français qui le considéraient comme important. Autre exemple que je trouve très original, c'est Biocop. Biocop, c'est un distributeur alimentaire, plutôt des supermarchés, pas des hypermarchés, en centre-ville ou à la campagne, et ils vendent que des produits bio. Et c'est vraiment des militants. Ils font beaucoup de campagnes militantes, et en 2017, ils ont dit on arrête de vendre des bouteilles en eau. Donc, à côté, Carrefour, Leclerc, Intermarché a dit c'est génial, Biocop va mourir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu 3% de clients et ils ont gagné 15% de clients. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont allés chez Biocop parce qu'il y avait un produit qui n'était plus là. Quand on fait du commerce, on se dit quand même c'est un petit peu bizarre. C'est un peu contre-intuitif quand même. Et c'est bien la preuve qu'en fait, les gens, ils n'achètent pas que des produits, ils achètent aussi une réputation, ils achètent des valeurs, ils achètent un alignement entre une volonté d'entreprise et leurs propres valeurs et les actes. Voilà. Dernier exemple de cette page-là, c'est McDo. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur en bas à droite, il s'appelle José Bové, c'est pas Astérix, même je pense qu'il lui ressemble pas mal. Et José Bové, il a démonté, il n'a pas détruit et cassé, il a démonté un McDo. Et chez McDo, ça a fait un électrochoc et ils se sont dit, il faut vraiment qu'on ait des produits différents, qu'on n'ait pas que de la malbouffe avec de la viande, avec des frites et tout. Et ils ont commencé à vendre des salades, à vendre au lieu de prendre des frites, tu peux prendre des tomates cerises ou des légumes, des choses comme ça. Pour les enfants, il y a des fruits, etc. Enfin, pour les enfants et pas que. Ils ont arrêté les jouets en plastique. Enfin, ils ont une vraie démarche RSE assez ambitieuse. Beaucoup de mes amis écolos diraient pas assez ambitieuse. En tout cas, ils font beaucoup d'efforts et il s'avère qu'ils gagnent plus d'argent grâce à tous ces nouveaux produits. Donc, c'est pour ça qu'il faut écouter aussi les gens qui vous détestent et qui peuvent casser votre magasin ou votre entreprise. On va s'attarder un peu sur J'aimerais ça, Pardon? j'aimerais ça rajouter, Thomas, j'aimerais juste ça rajouter que quand même McDonald's qui ont fait un virage comme ça, c'est assez important parce que en France, vous êtes le deuxième consommateur le plus Ouais. important de McDonald's au monde. Quand même, là, c'est les États-Unis en premier, puis après ça, c'est la France. Donc, c'est d'autant plus impressionnant qu'il ait décidé de faire ce virage-là. Ouais. Et le McDo France a beaucoup de liberté par rapport au siège de McDo. Ils Mhm. disent qu'ils n'ont pas changé le logo parce que le M jaune est toujours le même. Mais derrière, c'est pas rouge en France, hein, c'est vert. Alors là, greenwashing, mais on parlera si vous voulez un peu après du greenwashing. Mais d'autre part, ils ont mis en place plein d'actions. Donc, ils font beaucoup d'efforts. On va s'arrêter un peu sur un secteur qui est intéressant. Et peut-être que vous vendez des produits ou des services qui se consomment pas comme peut se consommer un Big Mac qui disparaît quelques minutes après dans le ventre d'un consommateur ou pour revenir sur les produits agroalimentaires grande conso du début ou un shampoing L'Oréal, il y a des produits qui durent. Donc, il y a pas mal de marques de mode et de textiles qui sont posées des questions.
Il y a Patagonia que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont multiplié leur chiffre par 5 en disant n'achetez pas mon produit. Là aussi, très contre-intuitif. Le CIF français, c'est une entreprise qui a décidé de relocaliser sa production au départ de slip, puis de tous les sous-vêtements masculins, féminins, puis de maillots de bain masculin, féminin, puis de tout le textile. Et c'est la marque Le Slip français a des boutiques de textile en général où on peut tout acheter, mais tout est fabriqué en France. Et ils expliquent comment ils font, comment ça redonne du boulot à plein d'usines, parce qu'aujourd'hui, dans les années 80-90, toutes les industries textiles en France ont fermé les usines pour aller fabriquer au départ dans les pays de l'Est, puis en Asie. Et aujourd'hui, le métier du site français, c'est d'aider les marques françaises à reproduire en France. Troisième exemple, c'est une marque hyper connue en France. Je ne sais pas si elle est présente au Canada. C'est la marque. Là, moi, je sors de 2 jours de salon où il y avait 10 000 personnes qui ne sont que des professionnels de la RSE. 8 personnes sur 10 portent des Veja. C'est des baskets en bas à droite. C'est des baskets, voilà, qui une sorte de signe extérieur d'écologie. Et c'est des chaussures où le patron a dit, nous, il y a un truc qu'on n'arrive pas à changer, c'est le petit bout de plastique qui est au bout des lacets. On n'arrive pas à avoir un bioplastique suffisamment solide pour qu'il tienne. Et donc, du coup, on est obligé de prendre du plastique traditionnel à base d'hydrocarbures. Et ça sous-entend évidemment que tout le reste de la basket a été repensé, déconstruit, en disant il faut qu'on fasse ces choses différemment, avec par exemple du caoutchouc naturel. Et donc, il donne beaucoup d'argent aux seringueiros, qui sont ces paysans brésiliens dans l'Amazonie qui vont récolter l'EVA, qui va servir à fabriquer le caoutchouc et la semelle de la basket. Ils travaillent avec des tanneries et ils font du commerce équitable. Donc, ils produisent à peu près tout au Brésil et ils se sourcent complètement au Brésil. Et après, il y a des bateaux qui partent vers la France ou, par exemple, je sais que la marque se développe très fortement à New York et en Californie. Et par exemple, les princesses anglaises, là, Kate Middleton et Meghan, portent des Veja et vous avez peut-être vu des photos. Donc voilà, c'est une marque française qui a fait un gros travail de comment je prends mon produit et en fait, je change tout ce qu'il y a dans mon produit. J'aimerais faire un focus sur une entreprise que moi je trouve assez en avance sur le reste, qui s'appelle Decathlon, que vous connaissez forcément, et vous donner plusieurs exemples. Ils ont décidé volontairement de ne faire que 5 couleurs dans certains modèles de vestes, en se disant, si je produis une veste orange, parce que la mode cet hiver pour la montagne de ski, c'est le orange, dans 2 ans, ça sera plus la mode, et donc cette veste n'aura plus de valeur pour son propriétaire, ni en revente en occasion. Donc, je ne propose que du noir, du gris, du blanc, du bleu et du marron. Ensuite, ils utilisent beaucoup de matières recyclées. On sait que la polaire Quechua est fabriquée à partir de bouteilles plastiques recyclées. Ensuite, ils ont décidé de ne pas teindre certains produits de randonnée, alors que c'est quand même salissant, une tente de randonnée. Mais ils ont dit, on ne va pas la vendre en noir ou en gris, etc. On va la vendre en blanc, parce que nous, le fil qu'on récupère pour la fabriquer, il est blanc. Donc, on va réduire de 25% le bilan carbone de nos produits de randonnée Forclaz. Et du coup, quand ils ont expliqué ça aux consommateurs, ils ont tout vendu beaucoup plus vite qu'ils ne pensaient le vendre. Ensuite, ils travaillent beaucoup avec leurs consommateurs. Ils ont un club de fidélité avec des clients qui ont dit, moi, je veux bien répondre à des questions sur le football américain, sur le hockey, si vous avez des questions, parce que je suis un pratiquant de hockey sur glace. Et donc, les consommateurs répondent à plein de questions sur le produit, sur la publicité, sur les magasins, etc. Et en fait, ils font du marketing comme on devrait peut-être tous faire depuis toujours, c'est en écoutant beaucoup plus les consommateurs. Ensuite, ils proposent des produits réparables et ils vont même jusqu'à faire des petites vidéos pour expliquer comment on répare une tente qui est cassée. Parce que ça casse peut-être un peu trop vite. Et donc, du coup, ils font aussi des tentes qui essaient de durer le plus longtemps possible. Ils font beaucoup attention aussi aux personnes en situation de handicap. Et ils avaient fait une grande campagne de communication avec des symboles que vous reconnaissez qui sont un peu les symboles des Jeux paralympiques sur les places de parking pour dire on est tous sportifs, par contre il y en a certains qui ont des places. Et ils font aussi des modèles extra larges où par exemple une femme qui a subi une mastectomie, enfin une ablation du sein, va pouvoir acheter des produits chez Decathlon et des brassières pour faire du sport qui vont prendre en compte son opération.
Ils ont lancé pendant un mois en Belgique, ils ont inversé les lettres de l'enseigne pour dire, en fait, on va inverser la façon dont on fonctionne. Nous, Decathlon, on vend des produits, mais là, pendant un mois, c'est vous, consommateurs, qui allez nous vendre vos produits Decathlon. On va les remettre en état et ensuite, on va faire en rayon seconde main. Et donc, l'idée aussi créative est évidemment très intéressante. Donc, il y a un rayon seconde main maintenant. Ils proposent des plateformes digitales pour voyager, pour faire des randonnées. Et ils ne gagnent pas d'argent beaucoup sur enfin, notamment sur Decathlon Outdoor, l'appli, ils ne savent pas comment ils gagnent de l'argent. Et ils ont proposé beaucoup de locations avec un modèle où pour 25 euros, 50 euros, 75 euros, vous avez le droit d'avoir 400 euros de matériel chez vous, 1000 euros de matériel et 2500 euros de matériel. Donc, si par exemple une famille qui paye 50 euros par mois à 1000 euros de matériel, par exemple 2 vélos ou 3 vélos, et ils disent, tiens, on va aller faire du canoë pendant le week-end, et ils ramènent leur vélo, ils vont prendre des canoës, et peut-être que 3 jours après, quand ils vont revenir, leurs vélos seront plus là, et ils prendront encore d'autres vélos, etc. Donc, on n'est plus dans la possession, on a un plaisir. Les résultats de cette étude, c'est que c'est très rentable. Les produits durs, ils sont bien entretenus. On sait les réparer parce qu'ils ont mis des produits solides aussi. Et surtout, les gens sont beaucoup plus heureux. Ils consacrent 2 fois plus de temps au sport et ils essayent 2 fois plus de sport que d'habitude. Donc, globalement, la location chez Decathlon et cette offre WePlay Circular, c'est un vrai succès. J'avais prévu, comme le temps passe vite, j'avais prévu une publicité que je vais passer et laisser la parole à Cynthia sur les exemples mode textile au Canada. Oui, avec plaisir. Rapidement, là, je me suis intéressée quand même au marché mondial du vêtement de revente. Vous serez peut-être surpris de savoir qu'en ce moment, il est évalué à 14 milliards de dollars en Amérique du Nord, le US, là, l'an dernier, puis que d'ici 2026, il va être évalué quand même à 51 milliards de dollars. Donc, on voit qu'il y a ça, si vous regardez un petit peu, puis vous êtes intéressé par le monde du textile, puis le monde de la mode, vous l'avez sûrement déjà remarqué, là, que les friperies sont de plus en plus en vogue, puis qui vont prendre de plus en plus d'essor aussi dans les prochaines années. Donc, acheter des vêtements seconde main pour une économie sociale un petit peu, ça va vraiment de plus en plus prendre de la place dans le monde de la mode puis du textile. Il y a aussi le système de location de vêtements. Il y a Rent the Runway qui est quand même un des pionniers, là, qui est un des plus connus aussi, qui, dans la dernière décennie, il y a eu une montée dans l'économie collaborative. Donc, le but, souvent, là, c'est de louer des vêtements de grandes marques, puis par la suite, de pouvoir changer sa garde-robe rapidement comme ça, sans pour autant avoir à acheter ces grandes marques-là. Donc, pour le consommateur, c'est bien parce qu'il peut changer souvent sa garde-robe, il ne reste pas tout le temps avec les mêmes vêtements. Donc, ça répond à un besoin là, pour certaines personnes. Puis en même temps, ben, c'est plus écologique parce que ça fait aussi, encore une fois, de l'économie collaborative, de louer des vêtements. Par la suite, il y a d'autres personnes qui vont le louer. Je sais qu'aux États-Unis, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. Le fait qu'ils ont beaucoup de population aussi permet probablement que ça aille un petit peu plus vite à ce niveau-là que chez nous. Mais Rent the Runway, si vous êtes intéressé, là, c'est un des pionniers depuis la dernière décennie. Il y a aussi quand même beaucoup de grandes marques connues comme Urban Outfitters qui a été fondée aux États-Unis, qui se lancent aussi là-dedans, dans leur propre segment de location. Ce qui est assez étonnant, puisque eux, leur but, c'est de vendre, mais ils voient l'engouement au niveau des vêtements de location. Donc, de plus en plus, il y en a des grandes marques qui se lancent dans ces éléments-là, dans ces éléments de vente-là qui sont la location de vêtements. Est-ce que ça va perdurer? D'après moi, oui, parce qu'on voit l'engouement. Donc, je pense que Urban Outfitters ne sera pas le seul à se lancer dans ce genre d'initiative-là dans les prochaines années, puis que d'autres grandes marques vont emboîter le pas et y aller aussi avec la location de vêtements, là, la possibilité de louer des vêtements. Puis bien sûr, il y a plusieurs grandes marques québécoises qui produisent des vêtements en coton bio, polyester, nylon recyclé ou autres matériaux, je pourrais dire durables. Pourquoi je mets des guillemets? Parce que c'est difficile pour le consommateur quand même de s'y retrouver, savoir qu'est-ce qui est vraiment un vêtement durable, le pourcentage et tout. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de médias qui se sont intéressés à ça depuis les dernières années. Puis force est de constater que c'est quand même difficile. Il y a des initiatives intéressantes là, de marques québécoises, dont Frank & Oak ou Simons. Frank & Oak, on se rappellera que ça a été fondé
à Montréal qui veulent vraiment, qui montrent, qui même dans leurs infolettes, que dans leurs programmes, publications sur les réseaux sociaux, etc., dans tout ce qui est communication, montrent qu'ils ont une sensibilité au niveau de l'éco-responsabilité puis qui veulent s'en aller plus loin. Donc, il y a vraiment des nouveaux modèles qui apparaissent au niveau des vêtements durables. Puis les gens y adhèrent, bien évidemment, parce qu'ils veulent faire partie de ce mouvement-là. Puis la mode et le textile, ça fait quand même partie de... On porte des vêtements tous les jours, là, donc l'habitation, la nourriture ainsi que s'habiller, c'est les besoins de base, là. Donc, si on est capable d'intégrer de l'éco-responsabilité là-dedans, les gens y adhèrent, bien entendu. Et un autre segment, je trouve intéressant pour les parents ou peut-être futurs parents d'enfants de 0 à 5 ans, il y a de plus en plus de marques, du moins au Québec que je connais, là, vous m'excuserez si je m'offre le nom, là, mais Pic-Bois, qui est une marque de vêtements évolutifs pour jeunes enfants de 0 à 5 ans. Donc, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils font moi, je trouve ça complètement fou, là, mais de, mettons, 0 à 2 ans, on est capable d'avoir le même vêtement qui va durer dans le temps, 0 à 6 mois parfois, des choses comme ça. Donc, ça permet d'avoir des vêtements qui vont durer dans le temps parce qu'on sait, un enfant, ça grandit très, très vite. De un, ça aide les parents aussi à garder un peu plus de sous pour d'autres choses, parce que ça coûte cher des vêtements d'enfants. Puis de l'autre, ben, ça amène aussi de l'éco-responsabilité parce qu'on ne gaspille pas plein de vêtements d'enfants euh, pour à chaque fois qu'ils grandissent. Donc, puis des fois, on sait, là, les gens le savent, là, des fois, l'enfant grandit trop vite, puis on passe une des grandeurs, on a acheté plusieurs grandeurs à l'avance avec des vêtements évolutifs comme ça. On règle le problème en vrai. Euh, on va enchaîner. En fait, comme le temps passe vite, on va peut-être sauter deux, trois secteurs. Le Mhm. secteur de la ville est peut-être moins intéressant. Si certains veulent parler ensuite du secteur de la ville, on en parlera par ailleurs, mais ça a beaucoup d'impact, la construction de la ville. Donc, il y a plein de moyens de changer. Il y a la construction bois, il y a plus d'économie circulaire, des choses assez classiques. Et si certains travaillent sur le secteur de la ville, ça me fera plaisir de leur parler après. Il y a le sujet de la mobilité qui a beaucoup changé. C'est aujourd'hui une part importante des émissions carbone. Donc, il y a plusieurs façons de résoudre ça. Soit avec des solutions que vous connaissez en France et en Europe et aux États-Unis, au Canada. C'est par exemple évidemment le vélo, évidemment le covoiturage. En France, il y a une offre qui s'appelle Blablacar qui s'est développée dans le monde entier. Alors, qui dans certains pays comme le Canada est moins connu, mais Blablacar existe dans beaucoup de pays européens. Maintenant, il y a de la location longue durée de vélos de fonction. Hein, on a toujours eu la LLD automobile classique. Une entreprise donne à ses cadres pour 36 mois, 48 mois, une voiture. Maintenant, on donne des vélos. Et après, il y a aussi des grosses entreprises type SNCF, les compagnies aériennes, qui essaient de travailler un peu différemment. La SNCF, en tout cas, le chemin de fer est très peu carboné. Maintenant, ils le disent à chaque fois qu'on prend le train. Ils nous disent, vous faites un voyage faible bilan carbone. Les compagnies aériennes commencent à se poser des questions sur l'avion du futur, évidemment, mais aussi sur la nécessité de réduire le trafic. Et par exemple, il y a une entreprise en France qui s'appelle CMA-CGM, qui est une entreprise qui a gagné énormément d'argent là récemment, qui a beaucoup de cargo et donc qui investit beaucoup dans la décarbonation, les nouvelles énergies, sur des routes pour éviter certains bancs de baleines, par exemple, grâce à l'intelligence artificielle. Ils vont aussi connaître les courants et s'appuyer là-dessus. Et au Canada, il y a aussi des solutions de mobilité assez innovantes. Oui, tout à fait. Puis, en fait, tu parlais des vélos. Nous, depuis 10 ans à Montréal, là, on a Bixi, que tout le monde connaît, là, qu'on ne présente plus. Mais à Québec, tout récemment, là, dans les 2, 3 dernières années, il y a une offre qui s'est faite qui s'appelle A-Vélo, qui est des vélos électriques. Donc, on trouve ça intéressant à Québec parce que si quelques-uns d'entre vous ont déjà visité le Vieux-Québec, c'est assez... il y a beaucoup de côtes, là, disons-le comme ça, là. C'est pas montagneux, mais c'est on monte beaucoup de rues et
c'est Jusqu'au ça peut château. être difficile. Oui, c'est ça, exact, jusqu'au château au monde. Donc, juste cette année, là, la Ville de Québec a enregistré 350 000 déplacements qui ont été faits là, à l'été 2023. On peut dire que c'est vraiment un succès puisque l'année passée, on en enregistrait la moitié moins. Donc, c'est sûr que les festivals, la période estivale a beaucoup aidé à ça, mais je pense qu'il y a un engouement quand même là, pour le vélo, de, le- la location de vélo, pardon, qui commence à devenir de plus en plus intéressant là, pour les grandes villes. Puis une petite ville comme Québec là, l'a démontré là, assurément. Puis tantôt, Thomas, tu parlais de Blablacar. Ben, nous, on a Communauto, qui est un service de location de voitures qui est à Québec, en Ontario, en Alberta, puis qui est particulièrement apprécié dans les grands centres. Ça permet là, vraiment de louer des voitures puis sortir peut-être aussi de l'île de Montréal là, pour certains là, qui savent là, que dans l'île, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir une voiture, mais quand tu veux sortir, ça reste quand même intéressant d'avoir accès à des voitures comme ça. Puis l'économie de partage est vraiment bien. Puis il y a Papa Ride puis Amigo Express aussi qui sont quand même des services de covoiturage longue distance super connus. Euh, Auparavant, c'était peut-être plus les étudiants qui l'utilisaient. Maintenant, c'est vraiment toutes les générations là, qui participent à cette économie de partage-là dans les trajets, par exemple, entre Montréal puis Québec. Donc, c'est vraiment intéressant là, d'avoir ces compagnies-là qui prennent de l'essor et puis les consommateurs sont intéressés à participer, autant les conducteurs que les gens qui ont besoin d'avoir du transport. Mais le constat reste quand même, là, puis les gens qui viennent de Québec le savent, là, du Québec là, le savent, c'est quand même que le débat autour du transport collectif est quand même encore vivant. On a besoin de plus d'infrastructures pour l'accès au transport collectif qui soit viable, qui doit être travaillé. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on a quand même des belles initiatives dans les entreprises privées. Donc, je te laisserai continuer, Thomas. Voilà. Je vais faire un petit focus, mais plus rapide que prévu aussi sur la finance, parce que la finance, l'argent, c'est souvent le pouvoir. Et donc, du coup, si la finance commence à shifter, à changer, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a des fonds d'investissement, des sociétés de gestion qui réfléchissent beaucoup à comment faire des fonds à impact. On s'aperçoit parfois que ces fonds à impact sont plus rentables. Et je parlerai juste d'AXA, grande compagnie d'assurance que vous connaissez sûrement, qui a dit il y a quelques années, le monde ne sera pas assurable à plus 4 degrés. Et donc, ils se sont donné une mission qui est d'aider leurs clients, tous les gens qui travaillent en entreprise, à avoir une bonne culture du développement durable et savoir ce qu'ils pouvaient faire comme éco-gestes dans la vie en particulier, mais aussi comment ils devaient travailler différemment, comment ils devaient quand on est acheteur, quand on est marketeur, quand on est logisticien, comment changer de pratique. Et donc, AXA, qui a à peu près 100 000 salariés, a décidé dès la première année de former 1 million de personnes. Et chaque année, il forme 1 à 2 millions de personnes. Donc, aujourd'hui, AXA, c'est pas qu'une compagnie d'assurance, c'est une société qui fait des formations hyper fun, hyper sympa, avec des animateurs dans 8 langues, 10 langues, etc. Et donc, et si une entreprise demain comme Google ou Coca-Cola ou Bouygues qui est présente dans le monde entier veut faire former tous ses collaborateurs, ils ont des formations. Donc c'est intéressant de voir que même les financiers changent. On voulait faire un petit focus sur le tourisme parce que c'est un secteur important au Canada. Le Club Med a un club client qui l'aide à beaucoup travailler et ils ont même proposé à des clients de faire une sorte de comité de direction. Euh, Parfois aussi dans l'hôtellerie, on peut avoir des modèles low cost et low carbone. Au milieu, les photos que vous voyez, c'est un hôtel qui s'appelle Eclos, qui est un hôtel fabriqué en bois. Donc, c'est des petites chambres qu'on fabrique en usine et un peu comme un Lego. Ensuite, on va fabriquer l'hôtel. On met un peu de chaudière condensation, du photovoltaïque et l'hôtel a été fabriqué rapidement en usine et ça n'a pas été un chantier avec des camions, etc. Il a coûté moins cher. Donc, on peut proposer une chambre moins chère et donc, c'est plus écolo, moins cher. Donc, parfois, les produits responsables dans la cosmétique, dans le textile et tout, sont souvent plus chers, même si parfois ils sont plus solides, réparables, etc. Voilà. Mais là, il y a des solutions comme ça qui permettent d'allier le low cost et le low carbone, c'est assez rare. Et Explora Project, c'est une startup qui s'est lancée en France, qui connaît un gros succès et qui permet de faire des excursions dans la nature où le critère du plaisir, du bien-être est beaucoup plus important. Et après, il y a un deuxième critère, évidemment, qui est d'être sous les 25 kilos
de CO2 par voyageur et par jour. Évidemment, de laisser aucun déchet dans la nature, etc. Et qui fait beaucoup d'éducation à l'environnement. Donc, au départ, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de sports un peu ultra trail. Il avait traversé la France en courant. Une fois, c'est lui qui détient le record de la course la plus rapide de Monaco jusqu'au bout de la Bretagne. Et là, il a lancé, et par exemple, pour des voyages en Scandinavie, il propose aux gens d'y aller en train, de dormir, d'y aller pendant la nuit et pas et de ne pas prendre l'avion. Et au Canada aussi, il y a quelques expériences qu'on voulait vous partager. Oui, tout à fait. Ben, en fait, le premier qui m'intéressait, ben, je suis une grande passionnée d'histoire, là, donc le monastère des Augustines, puis venant aussi de la ville de Québec, c'est sûr que ça m'intéressait. Puis on constate que c'est quand même un des grands leaders en transition durable au Québec, rien de moins là, quand même. Puis si on se rappellera que c'est l'hôpital, la première hôpital d'Amérique du Nord, qui a été créé en 1639. Aujourd'hui, c'est rendu un organisme à but non lucratif. Donc, ça a été conçu pour se ressourcer un petit peu un lieu de retraite, si je pourrais l'exprimer comme ça, avec un service d'hébergement, de restauration. Mais là où ce qui est intéressant, c'est que c'est un vieux bâtiment patrimonial, bien sûr, et ils ont fait des installations de systèmes de chauffage puis de climatisation géothermique. C'est d'autant plus impressionnant que c'est un vieux, vieux bâtiment et on sait que les hivers, particulièrement à Québec, sont rudes. Donc, c'est super intéressant là, de voir comment on fait ce virage-là avec ce bâtiment-là. Et bon, aujourd'hui, les restaurants priorisent de plus en plus, surtout les grands restaurants priorisent de plus en plus les aliments locaux puis biologiques. Mais à ce moment, il y a quelques années, le restaurant du monastère des Augustines était encore une fois un précurseur à ce niveau-là, priorisant des circuits courts de l'économie circulaire. Donc, je trouvais ça super intéressant là, de voir un précurseur comme ça là, dans notre patrimoine se démarquer. Il y a la CEPAC qu'on ne présente plus, là, qui est la Société des établissements de plein air du Québec. Je trouve ça super pertinent de savoir que c'est un des seuls, ou sinon la seule organisation touristique à avoir un employé dédié à temps plein à la transition durable. Et bien sûr, ils sont gardiennes des parcs, là, des réserves naturelles du Québec. Puis depuis quelques années, l'organisation elle s'engage de plus en plus à gérer les ressources naturelles de façon responsable, respectueuse de la biodiversité. C'est quand même pas une mince tâche considérant l'immense territoire qu'on a au Québec, là. Donc, ça fait partie des mentions honorables, là, la CEPAC, et se démarque de très belle manière. Et le festival d'été, encore une fois, qu'on ne présente plus, le Festival d'été de Québec, qui réunit des milliers et des milliers de festivaliers à chaque été. C'est quand même 11 jours de festival, donc c'est énorme. Vous pouvez voir une photo qu'on voit même pas toute la possibilité de foule là, à droite, là, en bas à droite. Là, c'est vraiment énorme à chaque année, même qu'ils ont fermé le site 2 fois cette année, tellement qu'il y avait beaucoup de monde qui ne pouvait pas plus rentrer. Je crois qu'à Imagine Dragon, il y avait plus de 90 000 personnes, si je me souviens bien, mais je ne veux pas dire n'importe quoi. S'il y a quelqu'un qui a le chiffre exact, qui me le partage, mais il me semble que c'était ça. Et ils sont fièrement Carbonautes depuis 2014. Donc, ils sont vraiment aussi, encore une fois, des précurseurs, parce que depuis 2014, ça fait quand même un moment. Ceux qui sont déjà allés, ils ont sûrement vu le système complet de recyclage et de compostage qu'ils ont mis en place. Ils ont vraiment des équipes pour ramasser là, tout ce qui est recyclage. Puis ils encouragent énormément le transport collectif, bien entendu, pour se rendre sur les sites. Ils ont des parcs de voitures à différents endroits stratégiques parce qu'on le sait que Québec, c'est très, très large. Donc, les gens qui veulent se stationner à certains endroits stratégiques pour prendre des bus qui vont directement au centre-ville peuvent le faire. Ça, c'est seulement pendant le Festival d'été de Québec. Donc, c'est tout à leur honneur d'avoir mis tout ça en place. Je laisserai continuer avec l'électronique, Thomas. En fait, on va zapper les derniers sujets parce que j'aimerais qu'on partage ensemble. Voilà, sur l'électronique, c'est évidemment la lutte contre l'obsolescence programmée. Il y a plein de façons de faire. Sur la communication à la publicité, qui Oui. est peut-être pas nécessaire dans le monde, et c'est un publicitaire qui vous le dit, il faut peut-être se poser la question d'arrêter de polluer pour notamment faire des campagnes pour parler de l'environnement. Au Canada aussi, il y a des initiatives. Ce qui est Ah, je important, voudrais juste revenir sur Cubi parce que je voulais c'est une garder 15 signataire. minutes Puis si tu veux, mais ah oui, c'est juste parce qu'elle est présente, Anne, aujourd'hui. Ah, Donc, c'est
Ouais, fait que je trouvais ça intéressant. Je l'ai vu passer tout à l'heure, je ne sais pas si c'est encore là, mais QB, c'est quand même des supports créatifs d'affichage promotionnel qui sont respectueux de l'environnement, qui sont faits dans des circuits courts aussi, là, dans un rayon de moins de 30 km. Vous pouvez voir à droite, là, même la BDC l'utilise. Je pense que c'est au lieu de faire des roll-ups puis des choses qui sont pas Classique. respectueuses de l'environnement classique, effectivement. QB est une belle alternative, là, et en plus, c'est fièrement québécois. Donc, c'est pas organisé avec le gars des vues. Je savais pas qu'Anne serait là aujourd'hui. Donc, je voulais juste vous le présenter parce que l'ayant présenté à des clients dans les derniers mois, dont un client ontarien, il était particulièrement impressionné là, par la versatilité de ce produit-là quand on fait des salons. Puis je pense que même toi, là, Thomas, en France, tu as des alternatives comme ça aussi qui sont possibles en carton, là, recyclé, des choses comme ça. Effectivement, on sort d'un salon et pour vous montrer à l'écran ce que ça donne. Donc, un exemple, il y a les kakémonos sont en carton, mais on a mis des lettres, les lettres de l'agence. Est-ce que vous voyez à l'écran? Certains ont fermé l'écran. Donc là, vous On voit voyez. pas beaucoup, mais c'est des lettres Ouais. en carton, en fait, là, Mais c'est pour voilà, le besoin. carton recyclé, recyclable. Et en fait, on a écrit mieux que le nom de l'entreprise avec des grandes lettres indépendantes et tout ça a été fait avec du carton recyclé et qui est recyclable. Pour prouver, enfin, ce qui est important dans toutes nos promesses, c'est qu'il faut prouver ce qu'on dit, c'est-à-dire on ne dit pas je suis responsable, c'est on explique ce qu'on fait et les labels sont très importants pour prouver ça. Il y a des labels sur tous les secteurs et on co-construit, notamment avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec les consommateurs. Voilà, donc en conclusion, vous dire que on voit qu'il y a des entreprises qui investissent dans l'éco-socio-innovation, qu'elles gagnent des parts de marché, qu'elles se développent, qu'elles créent de la préférence par rapport à leurs concurrents qui sont encore très carbonés et qui bougent pas. Donc maintenant, l'innovation, elle doit être pensée dès le départ. L'impact doit être présent dans toute l'entreprise, mais l'innovation, elle doit être, comme on dit, impact by design. C'est-à-dire, quand je réfléchis à un nouveau produit, il faut qu'il soit éco-socio-innovant. Et ça apporte un bénéfice aux consommateurs, ça crée de la préférence, et c'est des arguments de choix des consommateurs, et c'est aussi beaucoup des arguments de fidélisation. Je vous ai parlé de Veja, la marque de basket au début. Les gens qui achètent Veja une fois, en fait, ils rachètent après beaucoup, beaucoup de Veja, parce qu'au départ, ils ne savaient pas que c'était une marque vachement écolo, bien, qui fait attention aux gens, aux animaux et aux arbres. Et une fois qu'ils ont découvert ça et qu'on leur a dit, ah, t'as des Veja, toi? OK, mais il la consomme très, très souvent. Voilà, merci beaucoup. On a un peu glissé. Il nous reste quelques minutes pour des questions-réponses. Je vais départager, enfin arrêter le partage et on vous écoute et on écoute vos questions. Et merci aussi pour les commentaires et les exemples que vous avez déjà rajoutés.